Je dirais que c'est un peu comme la première question, il faut la découper. Il faut la... C'est... Parce qu'en fait, dans votre question, vous induisez déjà une réponse. Et je ne sais pas si il y a une réponse. La première question, vous vous demandez comment vient la parole à l'enfant. C'est une très très grande question et effectivement, elle se pose d'autant plus chez certains autistes. Hein, certains autistes, pas tous. Et effectivement, on peut penser que la parole vient au moment de l'adresse. Comme on l'a dit ce matin, la mère qui s'adresse, l'enfant qui s'adresse, cette langue qu'ils ont en commun dans la réponse du gazouillis à la mère, de cet éveil, en général, c'est comme ça que ça démarre, la parole. Et ça démarre aussi, on va dire, peut-être au moment de la première fois, le premier cri, non pas le cri de la naissance, mais le cri de l'appel à la nourriture, à l'appel intérieur de ce qui se passe. C'est-à-dire que l'enfant demande à boire, la mère comprend, vient, et puis c'est fini et ça recommence. Et c'est là aussi où commence à se mettre en place quelque chose d'un échange de cris, de paroles, un échange. Un échange. Un échange. Bon, là c'est dans les bons cas. Hein, à quel moment ça va rater? Je crois qu'on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse sur l'autisme. On constate, hein. Et c'est ça qui d'ailleurs est extrêmement compliqué aujourd'hui. C'est qu'on a un panel j'en parlais à propos des syndromes, et alors là pour le coup génétiques ou biologiques, mais il y a des autistes qui parlent, des autistes qui ne parlent pas, des autistes géniaux, des autistes qui sont enfermés dans des calculs et qui ne peuvent pas. Donc c'est très compliqué de parler de l'autisme en général ou de la psychose infantile en général. Moi j'ai beaucoup de mal avec cette question, enfin beaucoup de mal et beaucoup d'intérêt. Hein. C'est pas négatif, mais c'est quelque chose qui vraiment m'interroge beaucoup et sur lequel j'essaye de travailler beaucoup, d'écouter, d'entendre, de lire. Je ne sais pas répondre comme ça. Et pour ce qui concerne la question des liens de cause à effet qu'il pourrait y avoir entre la question de la séparation et la question de l'autisme, je pense que la difficulté qu'on peut peut-être repérer dans l'autisme, même si, bon, comme disait Patricia, c'est devenu très compliqué de parler de l'autisme parce que maintenant, c'est devenu une espèce les troubles du spectre autistique, c'est devenu tout, quoi. Je veux dire, voilà, un enfant qui regarde par la fenêtre pendant un cours de géographie, il a un signe autistique. Hein. Et je dis ça parce que moi j'ai beaucoup regardé par la fenêtre pendant que j'étais en cours. Hein, donc je pense que j'aurais été diagnostiqué TSA et sans problème, quoi. Et je crois que le circuit de la parole, il se met en place avec, comme l'explique bien Lacan, quoi, avec le fait que l'enfant, à un moment donné, perçoit qu'il est l'objet d'amour de sa mère et que c'est bien à lui qu'elle s'adresse. Il y a une espèce de perception comme ça, même s'il n'est pas encore du tout capable de se percevoir comme un adulte ou qu'un adulte, un individu en propre, il perçoit qu'il est l'objet d'amour et qu'il peut faire quelque chose pour mériter cet amour et qu'il peut lui-même à son tour renvoyer quelque chose à cette personne qui lui donne de l'amour. Il y a un échange qui est lié à ce qu'on appelle,
je sais pas, un don d'amour, quoi. C'est-à-dire que l'enfant va donner quelque chose à sa mère en échange de ce qu'elle lui donne. Il y a quand même un échange qui va, c'est a priori, je dirais, quelque chose d'humain, je dirais, au sens même fondamentalement humain, qui va s'accompagner de mots, d'un langage, que ça s'inscrit dans un bain de langage, que l'échange autour des dons d'amour va passer par le cri, lequel cri va au départ n'avoir d'autre sens que j'ai faim, comme disait Patricia, puis à un moment donné, l'enfant ne sait pas qu'il dit j'ai faim, mais comme sa mère va lui dire tu me dis j'ai faim, donc il va accepter l'idée que c'est comme ça qu'il dit qu'il a faim, puis après ça, il va apprendre à dire miam miam, lolo, je sais pas quoi, jus, frites, ce que vous voulez. Et donc, puis c'est parti comme ça, quoi. C'est-à-dire que ça devient un instrument, le langage, comment dire, fondamentalement lié à l'échange d'objets et d'amour qui vont avec ces objets. Et là, on arrive au Forda. On arrive au Forda. Est-ce que l'autiste est quelqu'un qui recule devant la perte de l'autre et que ça a un rapport avec le fait qu'il ne parle pas? Je crois pas, d'une certaine manière, quand on le voit comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de perte de l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inscription de l'autre. Souvent, l'autiste, d'ailleurs, ne manifeste pas grand-chose quand on sort d'une pièce. Hein. Il se balade avec, avec un truc à manger, une pomme-pote. Moi, j'en vois arriver dans mon bureau, ils ont leur pomme-pote, ils lâchent pas leur pomme-pote, ils mangent pas leur pomme-pote, mais ils l'ont à la main. Comme si c'était important de l'avoir à la main, parce que s'ils l'ont pas à la main, ça les angoisse. Donc l'objet, ils le gardent avec eux, ils ne l'échangent pas. Vous essayez de dire à un autiste, tiens, oh, bah, dis donc, elle a l'air bonne ta pomme-pote, tiens, je vais te filer un biscuit à la poire à côté. Il ne comprend rien, il n'a rien à cirer, ça ne l'intéresse pas du tout. Il n'y a pas d'échange. C'est justement ça qui est compliqué avec l'autiste, c'est qu'il ne peut pas perdre grand-chose, puisque de toute façon, il ne sait pas ce que c'est que de perdre, puisqu'il n'échange rien. Il est dans son monde refermé sur lui-même, où il est dans ses hallucinations propres, il est dans son jeu propre, et il est coupé du monde, quoi. Je veux dire, enfin, bon, c'est une description très caricaturale que je fais de l'autisme, parce qu'il y a plein de sortes d'autisme. Hein. L'Asperger, pas du tout. Alors lui, il va absorber toutes les informations possibles, qui va classifier et qui va pouvoir répéter. Enfin, c'est vraiment compliqué. Alors maintenant, vous le comment dire, vous le mettez en lien avec les écrans. J'ai du mal avec ça, moi. Je pense que les écrans, c'est vraiment pas une bonne chose pour les enfants. Mais c'est pas une bonne chose parce que ça les enferme sur une activité. Et je pense que c'est pour ça que on fait le lien avec l'autisme. Parce que l'autiste, il est enfermé. Et c'est vrai que les écrans enferment. C'est-à-dire qu'un enfant qui est devant un écran, il n'entend rien. Rien ne peut le dévier de son film ou de ce qu'il regarde. Et donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'apparenté entre la captation devant l'écran et l'autisme. Maintenant, est-ce que les écrans rendent les enfants autistes? Je ne sais pas, je ne crois pas. Difficile de l'affirmer. C'est difficile d'affirmer ça, je ne crois pas, puisque certains enfants qui ne sont pas autistes, par exemple, si vous retirez l'écran, ils vont hurler, ils vont se mettre en colère, et il va falloir parler pour les calmer. Donc je sais pas le lien qu'est-ce que c'est la deuxième partie? C'est toujours par rapport à la séparation précoce. Une manifestation puisse relever d'une prépondérance. Ah oui. Non, moi je crois que les écrans, ils permettent aux parents
d'être eux-mêmes sur les écrans. Ça, c'est clair. Hein. Dire que la fascination de tous les enfants pour les écrans, ça vient pas des écrans. Ça vient du fait qu'ils voient maman qui dit oui mon chéri, oui, attends, Oui, attends. passe leur vie au téléphone les mamans, donc évidemment les enfants ils sont fascinés par ça. Et les papas sur leurs ordinateurs. Ouais. Donc bon, Je me souviens l'effet que ça nous faisait quand on voyait dans Ali Raek les mamans qui regardaient leurs enfants, puis que tout d'un coup elles commencent à parler à une autre copine ou un truc comme ça, elle dit oui, oui, oui. Puis l'enfant qui fait maman, et la maman qui fait oui, 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 je peux pas te parler. Qu'est-ce que c'est cette histoire que les enfants maintenant ils peuvent plus avoir accès à leur maman parce que la maman elle est dans son écran ou dans son téléphone avec quelqu'un d'autre. Ils veulent faire pareil. Ils veulent leur écran à eux. et surtout, ça permet, si on donne un écran à l'enfant, ça permet aux parents de continuer à être sur le sien. Ouais. C'est comme un doudou, mais un doudou démoniaque, diabolique. Quoi. C'est un mauvais doudou. Mauvais doudou.